Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Dans cette partie de l'émission, à l'animation de Pierre Pajot. Et je rencontre le cinéaste Dominique Leclerc, qui vient nous parler de son film Post-Humain. Post-Humain. C'est le titre, c'est pour l'avenir des humains? Ah, vous commencez par une question un peu complexe. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs définitions de ce que ça veut dire, le post-humain. C'est ça. Mais c'est après, dans le fond, c'est une nouvelle philosophie, on pourrait dire, qui c'est après l'humanisme. Donc, c'est pas nécessairement l'espèce humaine après l'humain transformé par les technologies, mais c'est une vision du monde qui dépasse celle qu'on connaît, qui est l'humanisme, qui met toujours l'être humain au centre de tout, qui est très anthropocentrique, très axé sur la logique, la raison. Donc, le post-humanisme, pour moi, c'est une forme de philosophie qui est super inspirante parce qu'on s'intéresse à l'avenir de l'être humain. Tu sais, on n'est pas en négation de notre destin technologique, mais on prend en compte pas juste l'évolution de l'humain. L'humain est plongé dans tout un écosystème. Et madame... c'est ça qui nous importe. Je dirais qu'à chaque année que je vis, c'est épeurant. Ça va. Écoute, il y a beaucoup de choses dont tu parles dans ton film qui sont effectivement actuelles. Juste un mot aussi, j'ai lu, il y a du théâtre, hein? En fait, toi, c'est... j'ai pas vu la pièce, mais donc, il y a une pièce de théâtre qui existe. Toi, tu es aussi, donc... auteur de metteur en scène aussi. Tout à fait. J'ai créé 3 pièces de théâtre à ce jour qui s'intéressent toutes les 3 à comment la technologie nous transforme pour essayer de lancer des débats de société, de faire en sorte que les gens se sentent légitimes de s'approprier ces questions-là, parce que des fois, ça peut sembler très complexe. Oui. Donc, j'essaie avec mes projets d'apporter un aspect très tangible à toutes ces nouveautés qui nous dépassent un peu pour que les gens puissent faire des choix un peu plus éclairés, y réfléchir, en discuter. Donc, j'essaie dans des formats un peu plus longs. Hein. Normalement, les médias ont des formats très courts pour aborder ces thématiques-là. Puis, je trouve ça parfois dangereux parce que ça ne nous permet pas d'aller dans le cœur du sujet puis d'aller dans la nuance. Surtout par rapport à un sujet comme le transhumanisme qui est abordé dans le film. Je vois que c'est l'Office national du film, notre cher Office national du film, qu'on a parfois décrié, mais qui donne la chance, la possibilité de faire un film en toute liberté avec des bons techniciens, j'ai vu. J'ai bien connu Nathalie Cloutier dans une autre vie. Et ta productrice. Oui. Oui, j'ai vu ça, Nathalie. Et là, donc, l'Office t'a permis de faire... justement, de prendre mon temps, de faire énormément de visites. Donc, j'avais cumulé du matériel déjà dans le cadre de mes premières pièces. Puis donc, l'idée de faire un film est venue après la première pièce. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs matériaux différents. Hein. C'est filmé de toutes sortes de manières, avec toutes sortes d'appareils distincts. C'est parce que j'ai commencé à tourner en 2015 sans savoir qu'un jour, ça allait finir dans un film. Ouais. Donc, c'est des archives de mes prémices de recherche. Donc, le film couvre une période de 2014 à 2023. Ouais. Donc, on a tourné sur plusieurs années. Oui, tu identifies à l'occasion, le Berlin 2015, et donc on voit la dimension historique de ta recherche. C'est un grand survol. On avait beaucoup de matériel. C'était complexe de faire 1h30 avec tout ça. Dominique, il y en a beaucoup. Malgré tout, il y a une cohérence parce que finalement, comme tu dis, c'est... il y a même toute la question de... Pouvons-nous être immortels? Imagine, la question. Hein? La longévité, tous les gens rêvent depuis l'éternellement de survivre, mais ça, sur un plan scientifique, si je peux dire, là, donc de poser des questions à la fois morales, philosophiques et technologiques. Hein? Mais toi, pour en élever à ces questions-là, assez... j'allais dire pourquoi, mais je sais que la fin du film nous donne des éléments de réponse, hein? Et France, à ton père et à ta mère nous font comprendre à la toute fin, en partie, pourquoi tu as
cheminé dans cette direction-là. Oui, bien en fait, j'ai entendu parler du transhumanisme, que je pourrais peut-être définir, en fait. Oui, transhumanisme, oui, dans notre cas. C'est un mouvement, certains vont dire une idéologie, d'autres personnes vont plutôt prioriser le mot religion. Ça dépend de la posture qu'on adopte par rapport à tout ça. Mais en fait, ce sont des gens qui croient fermement que les technologies vont pouvoir nous augmenter, donc enrayer toute forme de souffrance, de maladie, de vieillissement et même dans certains cas, la mort. Donc, c'est le couplage du corps humain avec les technologies comme les nanotechnologies, biotechnologies, sciences cognitives, technologies de l'information, pour qu'on devienne éventuellement une autre espèce, qu'on outrepasse notre biologie. Donc, c'est un mouvement qui questionne beaucoup la limite entre la médecine curative, celle qu'on connaît, la médecine traditionnelle, puis la médecine d'amélioration. Puis moi, en 2013, j'ai entendu parler pour la première fois de ces phénomènes-là. Puis on parle du fait que toi, donc, tu t'étais découverte, c'est le début du film, diabète de type 1, le vrai, comme ma fille, donc la vraie diabète qui je vivais avec le diabète depuis déjà plusieurs années, mais je cherchais d'abord et avant tout comment faire un film là-dessus, une première pièce là-dessus. Au départ, j'avais pas nécessairement envie de parler de ma condition, mais c'est devenu quand même un parallèle pour moi intéressant parce que étant diabétique de type 1, je dépends de la technologie. Ben oui. Je dépends du développement des compagnies pharmaceutiques qui me vendent des outils très, très chers, très peu fiables. Tu sais, il y a quand même un décalage énorme entre la capacité de mon téléphone puis le glucomètre qui permet de mesurer son taux de sucre, surtout le glucomètre que j'avais en 2014. Donc, l'idée, c'était d'entrer dans ce monde-là où les gens ont un cerveau que j'aimerais avoir, mais que malheureusement, je n'ai pas. Des gens qui sont capables de fabriquer eux-mêmes leurs propres outils pour s'augmenter. Donc, j'ai commencé à aller dans des différentes conventions puis demander aux hackers, à ceux qui fabriquent dans un mode open source, do it yourself, est-ce que vous pourriez me faire un outil qui serait plus efficace que ce que je trouve sur le marché pharmaceutique? On en voit dans ton film de ces outils-là. Oui, fait qu'il y a toutes sortes de gens... Pas toujours convaincant tant qu'à moi, mais on en voit. C'est ça. Donc, j'ai commencé à faire la rencontre de personnes qui se considèrent comme des biohackers, donc qui hackent leur biologie, des gens qui s'autoproclament cyborgs, et ça a ouvert des portes jusqu'à des gens qui font partie de ce mouvement-là dont je parlais, le transhumanisme. Le diabète, ça a été un prétexte de départ intéressant pour moi parce que je me demandais justement, si je cherche une solution médicale pour enrayer mon diabète, tout le monde va être d'accord. Mais si je commence à vouloir développer d'autres capacités, comme sentir les champs électromagnétiques ou percevoir la lumière infrarouge, là, on va me dire « Wow, tu dépasses une limite. » Mais cette limite-là du curatif, elle est discutable. La perception de la santé d'une personne à l'autre est différente. Du Ritalin, pour les étudiants qui veulent performer plus, c'est une forme de hacking. Le pacemaker, c'est médical, mais quand même, c'est un outil technologique qui permet de garder les gens en vie. La pilule contraceptive, c'est pas curatif. Non. Donc, où est-ce qu'on place la ligne du cyborg? Quand est-ce qu'on commence à s'augmenter? Puis, je considère que les outils qu'on a dans la vie de tous les jours, notre téléphone intelligent, c'est une extension de nous-mêmes. Ça modifie notre cognition, ça modifie notre façon de réfléchir. Pour moi, on est déjà des cyborgs. Donc, le film pose beaucoup la question, et alors, si nous sommes cyborgs, bien, quel droit devrait venir avec ça? Puis qui est derrière la technologie qui est déployée? Puis jusqu'à quel point on va leur donner du pouvoir, du contrôle? Donc, très tôt dans mes recherches en 2013, je réalisais que c'est les GAFAM, donc les monopoles technologiques qu'on connaît aujourd'hui, avec lesquels on a une relation plutôt problématique. Donc, maintenant, ils sont complètement investis en santé. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Ils ont déjà une telle prise sur notre cerveau. Est-ce qu'on veut leur laisser les rênes de nos corps? Non, là, c'est la question que je pose dans ce film-là. Bon, oui, et elle est plus que pertinente. Effectivement, c'est évident qu'on est dans un monde de plus en plus contrôlé et tous les champs de communication, voyons donc, on fait une radio indépendante, autonome, Maxime, heureusement, parce que sinon, c'est évident que c'est contrôlé. Écoute, puis j'ai vu apparaître dans ton film un nom de quelqu'un qui est en train de devenir plus que connu, Elon Musk, évidemment, qui est un milliardaire, mais qui aussi s'est donné des ambitions de contrôle, hein?
Il a même demandé, écoute, c'est pas dans ton film, mais là, il a demandé la permission, à Trump d'aller regarder tous les dossiers médicaux de tous les employés fédéraux. Là, il sait leur âge, qu'est-ce qu'ils achètent, c'est comme... M. Musk veut l'accès aux données. C'est pas dans ton film, mais c'est comme... Je regarde, mais c'est ça. Tout à fait. Il développe aussi avec Neuralink des implants neuronaux. Il possède les satellites. Donc, il y a énormément de contrôle. Puis tout ce que ces entreprises-là, que j'ai eu la chance de croiser, veulent, c'est des données. Nos données de santé. C'est ça. Ils veulent en savoir le plus possible. C'est ça que Musk a obtenu aux États-Unis, puis c'est énorme comme quantité de personnes, des employés fédéraux. Et c'est ça, parce que donc, c'est pas dans ton film, parce que ton film est terminé, mais c'est comme... Ça pourrait s'ajouter. Oui, ça se passe. J'attirais déjà l'attention sur des choses. L'extrait du film où on parle d'Elon Musk, c'est en 2019. Ouais. Puis la personne avec qui je m'entretiens, qui s'appelle Eno Park. Oui, Eno Park. Qui a un implant cochléaire, donc qui lui aussi se considère comme un cyborg pour cette raison-là. Donc déjà en 2019, il me disait, attention, l'extrême droite est très reliée à toutes ces entreprises-là et leur objectif, c'est de détruire la démocratie et d'instaurer un monde tel qu'eux le voient. Et ça fait 6 ans, là, quand même, qu'il m'a dit ça, puis c'est en train de se passer. Donc, il était temps que ce film-là sorte. Je pense qu'au niveau de l'actualité, c'est le bon moment. Moi, j'ai accroché tout de suite avec la question du diabète, mais après... Je me suis dit, oui, il est actuel, oui, il est pertinent, oui, il va certainement susciter. On voit d'ailleurs dans le film que tu vas faire des conférences, tu rencontres des groupes d'élèves, on voit ça. Beaucoup. Donc, oui, mais j'espère, je trouverais ça bien, parce que c'est avec eux qu'il faut brasser. Oui. Hein, J'ai déjà fait beaucoup de rencontres dans le cadre de mes 2 premières pièces. La première s'appelait Post-humain, la deuxième s'appelait I.O. Là, en ce moment, je présente une pièce au Théâtre du CEP qui s'appelle Une vie intelligente. J'ai l'occasion depuis, donc, 12 ans, pas 12 ans, mais ma première pièce, c'était en 2017, mais j'ai commencé à chercher là-dessus en 2013. Donc, ça fait déjà 8 ans là, que je rencontre beaucoup de groupes, je fais des conférences, je participe à des panels. Donc, en parallèle des pièces que je crée, j'essaie vraiment de mobiliser puis de lancer des discussions qui nous concernent tous et toutes. Puis j'espère qu'avec le film, je vais arriver à rejoindre plus de gens que ceux que j'ai réussi à rejoindre au théâtre. En principe, oui. Je vous rappelle, on est en compagnie de Dominique Leclerc pour un film qui s'appelle Post-humain. Il faut aussi quand même, je parle un peu de la fin, parce que dans un film de fiction, on a moins le droit, Maxime, mais dans un documentaire, peut-être un peu plus. Parce que ce qui intervient à la fin, c'est tes parents, puis on comprend que ça a un sens aussi. C'est logique, c'est cohérent. Tout à fait. Parce que, bien sûr, ta mère, qui était une femme aidante, qui l'a été beaucoup trop, et ton père, les moins, et même tu as une scène qui est comme, on est dans un documentaire, mais simili-fiction, hein, tu vas te coucher avec la pierre tombale. C'est assez fort comme scène. La pierre tombale de Ayn Rand, qui est une romancière qui a beaucoup influencé la politique américaine actuelle. Donc, la vertu de l'égoïsme, il y a un long métrage de vivre fiction pour que soi. j'ai vu il y a bien des années qui parlait d'elle. Oui, exactement. Donc, c'est une romancière qui a beaucoup nourri les Trump et Elon Musk de ce monde. La philosophie libertarienne, finalement. Chacun pour soi, on ne vit que pour soi-même. Et donc, ça vient quand même... je mets la posture d'aidante naturelle de ma mère un peu en opposition avec ça. Puis quand on parle de transhumanisme, la première inquiétude qui vient toujours, puis qui est tout à fait légitime, c'est mais pour qui ça va être accessible? Pour qui on fait ça? Donc... il y a tout lieu de se demander à qui tout ça va profiter. Écoute, mais c'est aussi pour ça que je parle du diabète, c'est-à-dire que ces inquiétudes-là de pour qui ça va être accessible, on s'en est parlé un petit peu avant l'entrevue. Moi, étant diabétique, j'aimerais beaucoup avoir accès à une pompe à insuline, qui est la technologie qui me permettrait d'allonger ma vie. Peut-être ma fille te le dirait. Oui, tout à fait, et je n'y ai pas accès. Donc, quand on parle de technologies futures qui seront nécessairement peut-être pas accessibles à tous et toutes, moi, je le vis déjà dans le présent. Ouais. Donc, est-ce que le futur me fait plus peur que le présent?
on peut se poser la question, parce que c'est déjà très injuste. Mais tu as raison. Moi, je t'ai dit, ma fille, évidemment, c'est lié un peu à ses moyens d'enseignante, mais aussi qu'une assurance. Mais tu sais, aussi, un des angles, je me reste 2 minutes. Moi, je pensais, tu sais, on a un système de santé publique au Québec, avec les limites aussi et les possibilités. Parce que, tu sais, si c'était aux États-Unis, Dominique était riche, là. T'es américaine, t'es millionnaire. Tu sais que tu aurais accès à bien des affaires que le simple Québécois, système public, probablement, n'aura pas. Tu sais, il y a comme une question de classe sociale incroyable. Bien, je pense qu'en ce moment, on ne peut pas prendre pour acquis que notre système va rester public très longtemps. On se privatise de plus en plus. Puis comme je le mentionnais, les GAFAM se mettent le nez beaucoup dans le monde de la santé. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va revirer. Mais dans le film aussi, il y a cette mention-là. Il y a des gens aux États-Unis qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à de l'insuline. Ah, bien, c'est sûr. Ça coûte 5 $ à produire une fiole d'insuline. Ils ne sont pas millionnaires. Mais c'est ça, j'en revenais pas. Il y avait une bataille pour... Non, mais quand même, Véronique, ma fille, elle a ça, là, l'insuline, voyons donc. Et... mais c'est ça que je trouve qu'il y a un fossé énorme, c'est les moyens financiers pour vivre, là, pour survivre. Tout à fait. Moi, ces injustices-là, elles existent déjà. Donc, est-ce qu'elles vont être exacerbées puis accélérées par le monde qui s'en vient? C'est possible. En tout cas, j'espère, c'est pas mon choix. Mon choix. Moi, là, je suis un idéaliste. Je rêverais que le monde, au contraire, technologique, va aider. Moi, on est à la dernière minute, j'aimerais rêver que tout ce dont tu nous parles, là, devrait démocratiser et aider. Je vais en rêver, OK? Peux-tu, Dominique, me laisser rêver? Je me permets, tout à fait. Mais il faut commencer par se mobiliser, essayer de démystifier un peu ces enjeux-là pour nous-mêmes, pour ensuite aller dire à nos gouvernements qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on veut prioriser. Puis ça commence par... C'est ça, un premier survol du sujet, puis c'est ce que le film permet de faire. C'est exactement ce que ton film fait, il le fait très bien. Alors, merci, Dominique Leclerc, je vous rappelle, pour le film Posthumain, une production de l'Office national du film qui mérite d'être vu. En ligne dès le 13 mars. Ah, en ligne aussi. Alors, donc, Posthumain en ligne. Merci, Dominique.